Nous sommes à 4 semaines avant le départ en camping-car et 8 semaines avant le départ en avion direction Halifax, Canada. On a fait cette préparation ou cette planification de notre voyage de 2 ans en Amérique du Nord, maintenant de plus qu'une année. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les détails de sur quoi faire attention, comment j'ai planifié, qu'est-ce que j'ai préparé dans le camping-car et à quoi faire attention durant ce grand voyage avec les enfants. Alors, pour commencer cette vidéo, on va partir au début mai en vol de Francfort à Halifax en Canada, tout à droite. Notre voyage, le camping-car, on doit envoyer par bateau. On ne peut pas être sur le bateau aussi, c'est vraiment un transport de marchandises. Et c'est roll-on, roll-off, ou c'est ro-ro shipping, ils disent sur Internet souvent. Justement, il y a des camping-cars ou des voitures qui vont eux-mêmes proprement sur la voiture, sur le bateau et faire des shipping jusque là-bas. On a une route plus ou moins pour le Canada prévue, mais pas encore pour le reste. Alors, la durée aux États-Unis et combien de fois on va rentrer et ressortir, on ne sait pas encore. Mexique également, c'est le pays qu'on a planifié le mois, je crois. Et du coup, ça sera encore en cours de route durant ces vacances. Mais certes, ce qu'on a fait, c'est justement l'entreprise qu'on a choisi d'envoyer le camping-car en Amérique du Nord, c'est Seabridge. C'est une entreprise assez connue. Alors voilà, c'est Seabridge. Vous voyez ici le site internet de Seabridge que vous pouvez aussi calculer un petit peu les frais. Combien ça va coûter si vous voulez faire aussi un envoi de votre camping-car ou votre voiture en Amérique du Nord. Nous, on va partir justement là à Halifax et du coup, pour nous, l'envoi, ça va coûter autour des 5 500 €. Ce qui est pas rien, mais il faut savoir aussi si on veut louer un camping-car sur place, on peut calculer environ 1 000 € par semaine pour un camping-car plus ou moins bien équipé. Alors du coup, si on veut voyager 2 ans, de toute façon c'est moins cher. Alors c'est 5 500. Ça ici, un exemple du calcul, ils ont calculé avec une longueur de 6 mètres 10, c'est plus ou moins un fourgon aménagé, largeur, hauteur. Du coup, c'est tout calculé en volume chez eux, à l'entreprise de bateau. Et ça fait des frais ici de 2360. Vu qu'on a un camping-car quand même un peu plus grand et surtout aussi plus long, on est déjà à 8 mètres de long et 3 mètres 10, 3 mètres 20 de haut. Du coup, c'est ça aussi la différence du prix. Après, ce qui est pas marqué, ce que vous allez voir une fois fait la réservation, c'est le surtaxe variable du carburant. Si je ne me trompe pas, maintenant on est à 30 ou 40% du prix total encore en plus. Alors c'est ça qui va augmenter un petit peu. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas hyper cher de pouvoir avoir son camion, son propre véhicule en Amérique du Nord et voyager avec ça. En plus, nous, avec les enfants, c'est quand même plus simple. On connaît notre bus, on connaît l'équipement, on a préparé pour le voyage et du coup, on va partir comme ça. Alors j'ai pris quelques notes justement pour avoir un fil rouge durant cette vidéo. On a fait une ETA pour le Canada pour pouvoir rester 6 mois en Canada. Après, on a fait une visa pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, avec les ESTA chez eux, on peut rester 3 mois. Nous, on veut rester quand même plus que 6 mois, ou 6 mois et plus peut-être, à voir. Du coup, on a de toute façon besoin d'une visa. Et en plus, on a été à Cuba en 2021.
fin 2020, début 2021. Et du coup, on est passé sous la catégorie de toute façon, on a besoin d'un visa. Mais contrairement à tout le monde, ce que vous voyez peut-être dans les réseaux sociaux, de ces problématiques de montrer toutes les numéros Natel, adresse mail, réseaux sociaux, moi je dis, si on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin d'avoir peur. Alors on a tout déclaré, on n'a pas eu de problème pendant la discussion à l'ambassade à Berne, en Suisse. Et du coup, on a eu le visa sans problème. Alors, pour le Mexique, encore une fois, là, on n'a rien planifié, ça sera en cours de route, mais on peut rentrer, si je ne me trompe pas, sans autre, avec un passeport valable. Voilà, un peu plus de détails sur le shipping maintenant, sur le transport de camping-car. Le bateau de Hambourg, alors moi j'ai parti depuis Hambourg, ou le camping-car il va partir depuis le port de Hambourg jusqu'à Halifax. Entre deux, il va s'arrêter une fois en Anvers. Pour les Français, vous pouvez aussi partir depuis là-bas. C'est le même bateau en fait, il s'arrête juste là-bas une fois. Et après, il va remonter sur Liverpool. Et après, il fait le trajet direction Halifax. Moi, maintenant, ce qui est primordial quand même pour réservation de vol et chercher le camping-car une fois sur place, je regarde, je surveille un petit peu les bateaux qui sont, je crois, 5, 1, 2, 3, 4, 5 bateaux de cette flotte qui fait toujours le transport entre Hambourg, Halifax ou Amérique du Milieu, États-Unis en tout cas, qui circulent toujours comme ça. Du coup, je surveille un petit peu s'ils ont vraiment toujours à l'heure, si ça arrive à la date précise comme planifié, pour planifier aussi le voyage. Parce qu'il y en a certains qui ont eu beaucoup de retard. Ça peut être justement la météo qui peut retarder un petit peu l'arrivage du bateau au port. Ou guerre, Covid, mais il y en a certains pendant le Covid, ils ont attendu pendant 1-2 mois sur leur camping-car et du coup on est déjà sur place en Canada et c'est ça qui embête un peu. Alors, c'est 14 jours, de lundi à lundi, la voiture sera dans le bateau. Par contre, on doit poser d'abord la voiture au port, moi à Hambourg, et en plus je veux avoir une prise de poser le camping-car avec une surveillance, une surveille rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi pour contrôler tout le véhicule si c'est OK pour transporter. Parce que, en gros, alors pas tous les détails maintenant, mais en gros, on n'a pas le droit des médicaments, on n'a pas le droit de la nourriture et on n'a pas le droit des batteries. Ça, c'est à part les batteries qui sont montées pour la cellule du camping-car, qui sont fixées, ça on a le droit, mais tout le reste, on n'a pas le droit. Alors du coup, ils vont faire un check. Sinon, les habits, on peut laisser dans le camping-car. On prend également aussi des vélos avec, une kayak et des choses comme ça. Alors ça doit être vide. Alors s'il y a quelqu'un qui regarde depuis l'extérieur, il ne faut pas que des choses s'accumulent sur la table librement. Alors ça doit être quand même à sa place et fixé. Ça sera contrôlé avec quelqu'un. L'avantage, ça coûte, je crois, 50 € ou 60 € ce rendez-vous personnalisé. Si on ne fait pas ça, ça peut arriver qu'il y a de toute façon quelqu'un qui va contrôler le véhicule et s'il voit quelque chose qui n'est pas juste, et ça doit être enlevé, c'est pas eux qui vont faire, du coup ils vont nous appeler pour dire il faut revenir au port et préparer le bus comme il faut. Et si on n'arrive pas à l'heure, du coup ça va retarder aussi l'envoi du camping-car. Du coup, moi je préfère de payer ces 60 € pour être juste ou pour être sûr que le camping-car peut partir. Et ça, il me semble, c'est de lundi à mercredi, ces rendez-vous qu'on peut faire, qu'on peut prendre la semaine avant l'envoi. Du coup, moi, j'ai pris le mercredi le rendez-vous, le mercredi avant l'envoi. Et en plus, j'ai 2 bouteilles
de gaz avec un remplissage en GPL, du coup avec une auto-stop alors qui s'arrête. C'est vraiment des bouteilles de gaz que je peux recharger légalement. Je dois les purger, vider, purger et certifier qu'ils sont vides. Ça, c'est une entreprise aussi, mais il y en a deux, je crois, en Allemagne, une en Suisse, qui peut faire ça. Le certificat est valable que 72 heures, il me semble. Alors du coup, je vais le lundi après-midi, je vais à Braunschweig, pour faire ce vidange et ils vont mettre une gaz dedans pour prouver que c'est vide. Ils vont plomber ces bouteilles comme quoi ils sont vides. Je reçois un certificat que je dois également envoyer aussi à Seabridge pour les documents. Et le mercredi après-midi, j'ai rendez-vous au port. Et juste avant, je vais dormir à Hambourg une nuit dans le camping-car encore. Et je dois préparer le bus, vraiment arrêter tout ce qui est électricité. Et aussi laver la voiture parce que ça doit être propre quand même, le véhicule pour le transport. Ouais. Alors, tous les détails, une fois je vais mettre le camping-car au port et une fois envoyé et même aussi l'arrivage après on va également faire des vidéos YouTube. Alors, restez connectés si vous voulez voir la suite plus tard. Tout ce qui est assurance véhicule ou assurance tout court, un petit peu tout genre. Pour le véhicule, il faut savoir, il n'y a quasi pas d'assurance qui va vous faire une assurance casco partielle ou complet en Amérique du Nord ou hors de l'Europe. Et j'ai trouvé la mobilière en Suisse qui peut le faire, mais ils vont pas faire ça si on n'a pas déjà été assuré chez eux. Je peux comprendre, ils ne me connaissent pas. J'ai jamais eu d'accident en 15 ans ici en Suisse, mais voilà, c'est pour eux aussi un risque. Et on va faire beaucoup de kilomètres. Alors ils ont dit non, on ne veut pas vous assurer. Alors du coup, seule chose pour avoir une casco complet, c'est une entreprise allemande que je vais prendre. Une assurance RC, je dois faire sur place. C'est une entreprise, je crois, basée au Mexique, qui assure Canada, États-Unis ensemble et Mexique à part. Ou bien que USA ou que Canada. Ça, on peut aussi faire. Du coup, l'assurance suisse, aujourd'hui, elle est aussi casque complet. À partir de mettre le véhicule sur le bateau, il va quitter ce territoire européen et je vais recevoir un certificat, un document comme quoi il a quitté ce territoire et je vais envoyer ça à mon assurance. Du coup, il va enlever quasiment, à part la RC, il peut mettre en pause tout le casco partiel et casco complet. En sachant que, bien sûr, ça marche qu'avec les plaques suisses ou bien avec des plaques qu'on va garder de notre résidence. Alors, le siège postal, ça reste en Suisse. Et du coup, la voiture, impôt, ça sera toujours payé, ça sera toujours assuré. Après, on a une assurance de voyage, assurance voyage maladie. J'ai fait ça chez AXA, sans faire la pub payante. Alors, mais je trouvais ils ont bien. Ils vont, vu encore une fois, on est assuré en Suisse avec l'assurance maladie, mais tout ce qui surpasse justement des frais à l'étranger, mondialement, c'est pris par la AXA, la théorie. On verra vraiment s'il arrive quelque chose, mais c'est l'AXA qui va prendre en charge. J'ai une assurance juridique aussi avec AXA, on ne sait jamais. Et voilà, ça c'est en gros dépannage, c'est avec l'assurance casco complet, en espérant qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parce que le plus important, c'est quand même la préparation du véhicule. Vu qu'on va partir avec notre propre véhicule, on réfléchit quand même beaucoup à être autonome avec notre véhicule. On va faire beaucoup de kilomètres, on va rouler beaucoup. Et du coup, de rendre ce véhicule parfait pour notre quotidien. Et du coup, on a pas mal préparé déjà
en amont et maintenant aussi justement pour le voyage. Pour commencer, peut-être chauffage. On a une chauffage Alde 30-20 ou 30-10 si je ne me trompe pas, ce qui est principalement un chauffage à gaz. De Bourbonne de gaz en hiver à moins 10 degrés la nuit avec 2 enfants qu'on ne veut pas baisser la température trop la nuit veut aussi dire qu'après 4-5 jours sur place, les 2 bouteilles sont vides. Je peux également alimenter ce chauffage avec l'électricité depuis l'extérieur, avec 230 volts, et utiliser 1 kW, 2 kW ou 3 kW de chauffage. Alors du coup, avec moins 10 degrés dehors, 1 kW, c'est quasi rien. Alors j'ai besoin quand même d'une alimentation assez puissante pour chauffer avec l'électricité le chauffage. Le chauffage, c'est un circuit avec des radiateurs. Du coup, j'ai partout dans le camping-car des radiateurs à eau et qui chauffent justement le véhicule. Du coup, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on aime bien quand même être des fois autonome à quelque part, dormir dans des endroits pas chers et sauvages. Et j'ai rajouté un chauffage à diesel dans ce circuit. J'ai sous le bloc de la cuisine, j'ai percé 2 trous, j'ai coupé le tuyau d'alimentation de chauffage, j'ai coupé au milieu, j'ai passé en dessous et depuis sous la voiture, j'ai fixé un chauffage à diesel. C'était certes un bricolage, si on fait ça dans une garage, on est vite à 4-5 000 euros. Moi, ça allait, c'était le prix de chauffage et 2-3 petites pièces dans un magasin. Et c'était fait. Alors du coup, on peut chauffer avec du diesel autonome et gaz, électricité. Alors du coup, le pire, ce qu'on a besoin, c'est de diesel et quand même un petit peu l'électricité. Parce que le chauffage à diesel, elle a besoin quand même un peu d'électricité. Et on a déjà eu 2 batteries lithium de 150 ampères chaque dans le véhicule. Et on a aussi un Starlink qui suce pas mal d'électricité. Alors, on a rajouté une 3e batterie, encore une fois 150 ampères, sous le siège à Laurence, au passager. Et du coup, on a 3 fois 150 et chaque batterie est un peu plus. Alors, on a presque 500 ampères-heure de batterie dans la voiture. Ce qui est pas rien, ce qui est plutôt bien équipé avec ce véhicule, avec notre usage. Et du coup, au niveau capacité, on est bien. Au niveau chauffage, on est bien. Là, j'ai rajouté une fois une clim. Nous, si c'est Laurence et moi, on aurait dit non, on n'a pas besoin de clim parce que s'il fait vraiment chaud, on a des mini ventilateurs, on ouvre les fenêtres, on a des moustiquaires et on va se faire souffler, tourner un petit peu l'air dans le camping-car et ça va. Mais c'est plutôt pour les enfants. On a dit, j'ai trouvé une clim bien parce que quelqu'un il voulait plus la clim. J'ai trouvé une clim pas super chère, je crois que j'ai payé 400-500 euros. Et je l'ai montée à la place d'une ventilation que j'ai déjà eue là-dedans. J'ai juste agrandi légèrement le trou et tiré une câble 220 volts. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je peux même, vu que j'ai quand même pas mal de capacité d'électricité, de batterie, je peux faire tourner cette clim avec mes batteries. C'est clair, ça vide pas mal, mais ouais, je crois, le but c'était vraiment si on est à quelque part dans le désert où il fait vraiment chaud, juste pour refroidir un petit peu. On ne veut pas dormir avec une clim, mais on peut refroidir un petit peu l'intérieur, même si c'est peut-être pour une sieste ou autre, quelques degrés, avec ces clims totalement autonomes. Alors, point positif. Et en plus, si je suis branché à l'électricité, je peux même chauffer avec cette clim. Et je peux sécher l'air aussi, il y a un programme de sécher l'air. Bref, alors encore un chauffage supplémentaire, mais on a besoin d'électricité. Ça c'est, voilà, chauffage, refroidissement. Des batteries, comme j'ai dit, 500 ampères-heure, c'est bien, mais il faut les charger. On peut les charger où? Alors, soit on est branché à l'extérieur, ou bien on roule avec l'alternateur de mon Ymer Mercedes Sprinter. Je peux quand même avoir une jolie capacité. Je crois qu'il y a un alternateur monté de 150 ampères-heure de capacité.
ce qui est beaucoup. Une Fiat Ducato, ils n'ont pas ça. Ou en plus, après, une option pour avoir une alternateur plus grande. Mais celui-là, de base, il est déjà assez puissant. Et du coup, j'ai monté 2 boosters pour, pendant qu'on roule, on charge des batteries. Parce qu'on a beaucoup de capacité. On vide des batteries durant l'arrêt dans un endroit ou autre. Il faut les recharger. Et si j'ai pas de booster, des fois ça charge qu'avec 10-20 ampères par heure. Et vous pouvez calculer à 500 ampères heure, ou bien si on vide 200 ampères heure, du coup, si je charge avec 20 ampères par heure, j'ai besoin de 10 heures pour recharger les batteries, ce qui est long. Alors, il y avait déjà un booster monté pour les batteries avant, qui était de 30 ampères heure, 40 ampères heure, pardon, 40 ampères par heure qui charge les batteries. Et j'ai rajouté encore un booster, encore une fois 50 ampères heure de Victron. Du coup, j'ai 90 ampères heure ou 90 ampères heure qui vont être chargés des batteries pendant que je roule. Et là, ça devient intéressant parce que on va jamais vider les batteries complètes, même si c'est faisable avec des batteries lithium. Mais si ça arrive vraiment une fois 400 ampères heure ou 500 ampères heure, du coup, j'ai besoin 4-5 heures pour rouler, pour recharger toutes les batteries. Et ça, c'est un point positif. Du coup, comme ça, on est autonome. Parce que en Amérique du Nord, on n'a pas 220 volts, on a 110 volts. Du coup, je ne peux pas me brancher comme ça à l'extérieur sur un camping. Même, j'ai entendu parler que certains campings, ils ont aussi 220 volts pour les Européens, mais ça reste assez rare. Alors, il nous faut un transformateur qui transforme les 110 volts à 220, mais surtout les hertz qui doivent être changés, parce que nous, on est à 50 hertz ici en Europe, et je crois là-bas, c'est à 60 hertz. Et vu que j'ai entendu une fois un électricien qui dit c'est plutôt ça qui casse. Alors, c'est ça qu'on a aussi un petit transformateur avec câble assez lourd pour au cas où, si on est vraiment arrêté une fois quelque part, je peux passer de la borne du camping à ce transformateur et de ce transformateur dans le camping-car pour alimenter le tout, pour recharger les batteries, voilà. Mais nous, on pense, on n'a pas besoin parce qu'on va plutôt rouler et on ne va pas rester longtemps arrêté. En plus, on va utiliser un peu moins d'électricité parce que j'ai changé ma Starlink motorisée à une Starlink mini qui consomme un peu plus que la moitié uniquement que la parabole avant de Starlink. Alors du coup, voilà, c'est moins d'usure aussi de mes batteries. Après, vous avez ici maintenant un trou. Alors là, il y avait le frigo monté jusqu'à hier encore. J'ai démonté ce frigo, c'est pas parce qu'il fonctionnait plus, mais on a perdu un petit peu confiance parce que quand il tourne à gaz, il fait ses clic 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 pour allumer le gaz, pour faire l'étincelle. Et après, il y avait un bruit comme un coup de circuit. Et du coup, ça m'a rendu un peu, ouais, pas très safe parce qu'on doit quand même nourrir une famille. Si on n'a pas de frigo, c'est pas cool. Alors du coup, j'ai cherché un nouveau frigo et vu que mon papa, il a le même camping-car, lui, il a un camping-car 2 ans plus âgé et il a déjà pu trouver des pièces de réparation pour son frigo qui était cassé. Et du coup, on a acheté une nouvelle frigo, occasion, mais nouvelle, aussi toujours Trimix, alors il tourne à gaz à 220 volts et à 12 volts. Et il a dit, mais ça fonctionne merveille. Et du coup, j'ai cherché aussi de nouveau. J'ai trouvé un frigo. Avant le monter, j'ai déjà vendu le frigo existant que je l'ai amené hier. Du coup, là, on va monter un nouveau frigo, de nouveau une Dometic, mais une nouvelle génération de 2025. Et voilà, pour être sûr. Mais quand même, j'ai là aussi une backup si vraiment, dans le pire des cas, dans le garage, j'ai une petite frigo à compression. Il est relativement petit, alors j'arrive à mettre 24 canettes de bière dedans, de 10 millilitres.
Mais aussi, si au cas où on tombe en panne avec ça, on a toujours l'électricité et on peut faire tourner ce petit frigo. Et je peux même le descendre jusqu'à moins 20 degrés. Alors on peut même congeler quelque chose si au cas où. Alors il y a beaucoup de si au cas où. Ma copine et mon mécano même, il dit oh, il ne faut pas prévoir tout non plus. Mais j'aime bien quand même, si on voyage avec 2 enfants, qu'on ait côté safe. Préparation du véhicule autre, plutôt vraiment côté mécanique Mercedes. La voiture, il a maintenant, je crois, 115, 120, 120 000 km. Du coup, il y a quelques semaines, on a quasi fait tous les entretiens nécessaires. L'huile, moteur, filtre à l'huile, filtre à diesel, filtre habitacle, filtre à air. Après, on a aussi changé le filtre de la boîte à vitesse et également l'huile de la boîte à vitesse. On a changé l'huile du différentiel derrière. Et ouais, c'était plus ou moins ça. Il y a beaucoup de l'huile. Déjà, rien, le moteur, il a 12,5 litres de l'huile. Alors, les prix de l'huile par litre, c'est déjà ça qui coûte pas mal. Et après, pendant le voyage, à voir, j'aimerais toujours continuer à faire quand même tous les 15 000 km une vidange l'huile au moins. Parce que je trouve que c'est toujours plus simple de vider l'huile à quelque part que changer le moteur si une fois il y a quelque chose. Mais ça, on va voir sur place. Ça, je sais faire moi-même. C'était juste le boîte à vitesse, c'était compliqué. Alors j'étais content d'avoir mon mécano et son beau-frère pour faire ça. Sinon, je crois, on a fait le tour dans le camping-car mécanique. Voilà, on a acheté 2 pneus neufs devant. Les derrière, ils ont encore bon. Mais voilà, on part en Amérique du Nord. Ils ont aussi des pneus. On peut tout acheter là-bas. Alors, la route, comme je dis, on va planifier pendant. Et ce qui est encore des documents, je vais préparer des photocopies à l'ancien pour certains documents comme le passeport, carte d'identité, le euh, permis international qu'on a aussi demandé qui disent pas forcément besoin, mais on a quand même pris. C'est pas ça qui coûte cher. Et voilà, toutes les adresses au cas où, si à carte et crédit, il faut les bloquer, si on se fait voler ou autre. Ça, c'est tous les documents que je vais garder une fois en papier. Mais aussi, j'utilise Dashlane comme organisateur de mots de passe et on peut aussi faire des notes là-dedans, ou des documents, stocker des documents, des photocopies justement. Ce qui marche bien et je peux accéder depuis n'importe où avec un seul mot de passe assez fort pour accéder à tous mes mots de passe, à tous mes documents. Alors du coup, si je suis à quelque part bloqué, je peux même avoir tout ça aussi électroniquement. C'est comme ça, on s'organise avec des documents. Moyenne de paiement, j'ai 3 cartes de crédit. Il y en a une pour l'entreprise, une privée, 2 privées maintenant, une que j'ai rajoutée encore. Et après, c'est des cartes de débit qui sont valables mondialement. Je vais juste valider ou vérifier qu'ils sont débloqués aussi en Amérique du Nord. Ça, c'est à faire avant le voyage, parce que si on arrive là-bas, on ne peut rien faire. C'est pas top. Et je vais toujours avoir du cash un petit peu avec nous. Mais bien sûr pas pendant le bateau. Le camping-car, il est sur le bateau, parce que là, on doit tout enlever. Et le vol de Francfort à Halifax, c'est un vol direct. Je voulais pas économiser 100 francs par personne parce qu'on a une escale à quelque part avec des enfants. Eux, c'est le premier vol, alors on voulait pas prendre le risque. On a pris un vol direct, ça nous a coûté 500 francs, je crois, par personne, 2200 francs suisses, 2500 euros aller-retour. Mais on va pas prendre le retour. Mais c'était beaucoup moins cher de prendre le vol aller-retour que aller. Je ne sais pas pourquoi. C'est 5000 francs, 5500 euros que aller, 4 personnes, comparé à 2200 aller-retour.
Alors du coup, on a je crois le 20 mai, un vol de retour. Si on est de retour en Europe, ça veut dire qu'il y a un problème. Sinon, c'est perdu. Et j'ai pas pu dire qu'on va prendre une classe supérieure. Alors on va vraiment à l'économie pendant 7 heures dans le vol, ça va aller. Les enfants, ils ont aussi 7 heures dans la voiture des fois. Mais j'ai pas pu changer le vol pour dire ah ouais, 2 ans plus tard, on va reprendre un vol de retour, on va déplacer ce vol, replanifier ce vol. C'est pas possible parce que souvent, si on peut pas prendre le vol planifié, c'est que durant une année, le vol retour. Bref, peut-être vous avez une meilleure astuce, mais nous on fait comme ça maintenant. Et du coup, c'est un peu tout. On se réjouit. Moi surtout, je vais partir seul début avril avec les camping-cars. Ma copine, elle va rester chez ses parents avec les enfants encore 2 semaines. Et après, elle va monter en train chez mes parents, tout près de Cologne, en Allemagne. Et on va rester 2 semaines là-bas. Et depuis là, on va prendre le vol Francfort-Cologne ou de Cologne à Francfort à l'aéroport. Il y a 2 heures de route, 1h30, 2 heures de route. Alors ça va, c'est mon papa qui va nous amener là-bas, ou mes parents, je pense. Et voilà, on va partir depuis là. Le 6 mai, tout le reste, on va partager un petit peu sur Instagram quand même, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait. Et on essaye d'avoir un rythme régulier maintenant, de faire quelques vidéos YouTube qui sont pas trop longs, même cela il est quand même assez long, mais voilà, plus informatif pour vous rendre service aussi si vous planifiez un voyage en Amérique du Nord, planifier un voyage avec un camping-car, être autonome, ou partir avec des enfants à bas âge. Alors, on n'est peut-être pas des experts, mais peut-être vous pouvez s'inspirer un petit peu. Alors, ça peut être cool de vous laisser un like sur la vidéo, nous suivre pendant cette aventure. Et si vous avez des questions, faites un commentaire. Sans autre, j'essaie de répondre au plus bref délai. Alors, je dis à la prochaine vidéo.